Bonjour les amis internautes, bienvenue dans votre émission Entretien avec sur Kama TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Comme David Sendé. Mais on vous rappelle juste, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonjour monsieur le journaliste. Alors je m'appelle Comme David Sendé, je suis enseignant. On dit chercheur, mais je n'ai pas encore trouvé. Donc pour le moment, je suis enseignant tout simplement. Je suis titulaire d'un master en sciences politiques et relations internationales et d'un autre master en droit des affaires. Aujourd'hui, je suis en train de suivre un autre master en défense, paix et sécurité. Je suis également doctorant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en première année de thèse, je veux dire, en sciences politiques. Par la même occasion, au-delà des tâches scientifiques, je suis également le coordonnateur des programmes de master du Madiba Leadership Institute, qui est l'école panafricaine du groupe ISM. Pouvez-vous nous revenir sur votre parcours? Quels sont les débats que vous avez rencontrés? C'est toujours difficile de parler du parcours d'un homme, parce que moi j'ai une conviction, je me suis toujours dit que ce n'est que lors de ces funérailles que l'on parle le mieux du parcours d'un homme, même si à ce niveau il y a quelques histoires à raconter en ce qui me concerne. Mais ce que je peux dire, c'est que David Sendé est tout simplement un homme engagé au niveau de la société, des associations où je participe énormément, à des activités citoyennes pour sensibiliser, éveiller les consciences également, parce que aujourd'hui, pour transformer l'Afrique, il faut nécessairement une transformation des mentalités. Ce qui explique d'ailleurs le fait que j'ai pu, en tant qu'étudiant, exercer des postes de responsabilité. J'étais, dès la deuxième année de droit, président du cercle des étudiants de la faculté où j'étais. Par la suite, je suis venu à Dakar. J'ai été également le président de l'Union des élèves, étudiants et stagiaires centrafricains au Sénégal. À côté, aujourd'hui, je coordonne provisoirement une association citoyenne dénommée Résolution citoyenne qui regroupe quelques forces positives de la République centrafricaine qui évoluent au Sénégal pour essayer d'aller vers l'éveil de conscience pour nous permettre également de juguler le problème que connaît la République centrafricaine depuis quelques décennies. Donc voilà, pour ce qui est de mon parcours associatif. À côté également, je me considère toujours comme étant un éternel étudiant parce que malgré les masters que j'ai, je suis toujours à la recherche de connaissances, étant convaincu que les défis du développement de l'Afrique sont avant tout intellectuels, avant d'être politiques, avant d'être sécuritaires, avant d'être sociaux. Donc voilà un peu en ce qui me concerne mon parcours, mon humble parcours. Riche parcours pour le moment. Comme vous l'avez dit dans vos propos, vous êtes d'origine centrafricaine. Et depuis un moment, on a constaté une crise au niveau de cette belle nation-là. Pouvez-vous nous revenir sur l'historique de ce pays, de la veille des indépendances jusqu'au moment des indépendances? La République centrafricaine est devenue ce qu'elle est depuis le 1er décembre 1958. Avant, la République centrafricaine, du moins le Centrafrique, même si beaucoup disent souvent la Centrafrique, le Centrafrique pour emprunter l'expression au père fondateur de la nation centrafricaine. Je pense notamment à Barthélemy Boganda, qui s'est battu pour nous donner l'indépendance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant que la République centrafricaine devienne République centrafricaine, elle était associée avec le Tchad, et cela faisait Lubangui Chari. Et donc, ce n'est qu'en 1958 que il y a eu dislocation. La République centrafricaine a pris son envol pour devenir une nation. À côté, l'indépendance a été acquise 2 ans après, c'est-à-dire le 13 août 1960, au prix de maîtres sacrifices. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore un certain flou autour du décès ou de la mort, de la disparition du père fondateur de la nation centrafricaine, Barthélemy Boganda. Et donc, c'était un visionnaire,
il avait une philosophie, c'était de faire de la République centrafricaine le centre de l'Afrique. Également avec Kwame Nkrumah, ils ont énormément travaillé sur le projet relatif aux États-Unis d'Afrique. Il était chargé, en ce qui le concerne, je parle de Barthélemy Boganda, de réunir les nations au niveau de l'Afrique centrale pour aller vers une unité africaine. C'était cela. Mais Barthélemy Boganda aussi, je voudrais le dire, est celui qui a amorcé les bases de la République centrafricaine. La Renaissance, qui est notre hymne national, a été composée par le président fondateur Barthélemy Boganda. D'ailleurs, il y a également une devise, c'est unité, dignité, travail. Et bien entendu, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on peut se poser des questions sur le bien fondé de cette devise. Est-ce que la République centrafricaine est unie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est digne d'être appelée République centrafricaine? C'est des questions que l'on doit se poser d'abord en tant qu'intellectuel. Mais je pense que vous me donnerez l'occasion tout à l'heure de revenir sur tout cela. Comme vous l'avez dit, il y a des doutes par rapport à l'unité de la République centrafricaine à cause des conflits que nous avons. Les origines de ce conflit-là? Les origines du conflit centrafricain remontent un peu à quelques décennies, un peu en avant. Déjà, il faut le rappeler, après les indépendances, il y avait quelques cadres de l'administration qui ont été formés dans des cercles ecclésiastiques, je vais dire au Cameroun et même au Congo-Brazza. Et juste après, ces cadres sont revenus au pays, ils ont essayé d'amorcer le développement du pays. Malheureusement, vous le savez mieux que moi, les programmes ou les plans d'ajustement structurel sont venus mettre un peu ou saper ces efforts de développement qui étaient amorcés. Et après cela, depuis 1990, depuis les années 90, la RCA connaît à peu près, je vais dire même bien avant, depuis les années 70 pour arriver à nos jours, fin 70, début 80, il y a eu beaucoup de crises. Et donc, si l'on en croit même à un intellectuel, un journaliste comme vous, Jean-Pierre Turquois, qui dit « L'histoire politique de la République centrafricaine se résume en 2 mots, lesquels instabilité chronique tout simplement ». Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette instabilité chronique? Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs causes, comme je le dirais, mais qui peuvent être regroupées en 2 grandes catégories. D'abord, il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Parmi les causes exogènes, il faudrait dire d'abord, il y a la porosité des frontières, qui fait que la République centrafricaine est souvent envahie par ses voisins. Je pense notamment au Tchad voisin, au Soudan. Et donc, du coup, ce qui fait que la République centrafricaine devient vulnérable. Et toutes les rébellions, les groupes armés qui évoluent au pays sont majoritairement composés de ressortissants de ces pays. Je ne suis pas en train d'accuser l'État du Tchad ou l'État du Soudan de préparer quelque chose contre la République centrafricaine ou d'être à l'origine de l'instabilité en République centrafricaine. Mais je veux dire tout simplement que parce qu'il y a des bandits, il y a des mercenaires qui voient que de l'autre côté, les frontières sont poreuses, ils entrent pour également bénéficier du sous-sol centrafricain, parce que la richesse du sous-sol centrafricain est assez robuste, et donc ça attire des bandits. Aujourd'hui, on va même au-delà. On ne parle plus du Soudan et du Tchad. Il y a des Nigériens qui pénètrent même en République centrafricaine et qui vont diriger des groupes armés, des mercenaires, je veux dire, et qui arrivent quand même à s'installer. Tout ça parce que, je l'ai dit, les frontières sont poreuses. Mais à côté également, comme j'ai eu à le dire, il y a la robustesse du moins du sous-sol centrafricain en termes de richesse, qui fait qu'elle est convoitée tout simplement par les grandes puissances. Elle est devenue une proie. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a une présence russe, qui est signalée en République centrafricaine. Il y a une présence française. La France a toujours été là, d'ailleurs. À côté également, il y a la Chine qui est aussi présente. Il y a les États-Unis. Il y a un petit flou autour de la question. On a annoncé le retrait des troupes américaines. Mais selon certaines sources, ces Américains sont toujours là à l'est du pays, à la frontière avec le Soudan. Là, c'est ce qui concerne, si vous me permettez, les causes exogènes. Mais en interne également, il faut le dire, la réalité,
c'est tout simplement question de gouvernance politique. Gouvernance politique qui a manqué par moment de vision, a manqué de hauteur pour s'élever au-dessus de tous les clivages sociaux et politiques pour permettre de bien gérer et de redistribuer les richesses dans toutes les préfectures d'abord la République centrafricaine. Ceci étant dit, il y a le Nord, parce qu'il faut le rappeler, avec la rébellion de 2013 ou le coup d'État de 2013, le Nord qui a toujours décrié son ostracisation parce que tout simplement au Nord, pour arriver dans ces villages qui sont au Nord, dans ces préfectures, il faut parfois faire plus de 800 km, plus de 600 km. Les routes ne sont pas praticables. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez pas comprendre, mais si vous faites un tour au pays, vous allez comprendre. Pour gagner le Nord, vous êtes obligé parfois de faire 2 semaines en route. Et là, je parle de la saison sèche. En saison de pluie, vous devez faire même plus, voire même 3 semaines. Et du coup, ces ressortissants des préfectures éloignées sont beaucoup plus proches du Tchad et du Soudan. Ce qui fait qu'il y a un certain mariage culturel qui se fait entre ces peuples. Et donc, ces ressortissants ont décidé en 2006-2008 pour venir maintenant revendiquer malheureusement par la voie des armes leurs droits, leur appartenance à la nation centrafricaine. Et bien entendu, comme je le disais, ils s'étaient associés avec des mercenaires tchadiens, des mercenaires soudanais, qui ont découvert qu'il y avait beaucoup de richesses en République centrafricaine et ils n'ont plus voulu partir. Mais à cette question aussi, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, ceux qui décriaient leur ostracisation ont fait de leur mieux pour déposer les armes. Certains, je veux dire. Mais le désarmement qui est en train de se faire pourrait gagner tout cela. Toujours par rapport à la gouvernance politique, il y a un réel problème. C'est que le lit de l'invasion dont la République centrafricaine est aujourd'hui victime, c'est tout simplement l'incapacité de ses dirigeants à s'entendre sur l'essentiel. Quand je dis dirigeants, je parle d'acteurs politiques. Lorsqu'il s'agit de la survie de la nation, lorsqu'il s'agit de sauver la nation, il faut nécessairement que les acteurs politiques puissent s'entendre sur l'essentiel. Malheureusement, ce n'est pas le cas et aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des désaccords politiques, malgré que le pays est en guerre, comme l'a décrété, comme l'a dit, comme l'a scandé le président de la République, il y a toujours des désaccords politiques. On oublie le plus souvent que les désaccords politiques ne peuvent s'exprimer en réalité dans un cadre, dans un espace géographique bien défini, un pays. Mais lorsqu'on oublie qu'on doit protéger notre pays avant nos intérêts parfois égoïstes, parfois particuliers, conséquence, on est tout simplement envahi par ceux qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir dans notre pays. Les intérêts plutôt personnels qui vont être fatales à la République centrafricaine. Tout à fait. Maintenant, au-delà de ces intérêts-là, vous avez évoqué la problématique des frontières. Est-ce que c'est pas à la veille des indépendances que lorsque nos différents États, lorsqu'ils arrivés à l'indépendance, la manière dont les indépendances ont été données fait de telle sorte que dans chaque pays, il y a des zones de conflit. Parce que, quoi qu'on dise, les frontières telles qu'elles sont là actuellement n'étaient pas avant la colonisation. C'est-à-dire que même si après la colonisation, on a toujours ces problèmes-là avec les différentes ethnies par-ci, par-là, ce qui fait que presque dans tous les pays africains, il y a des zones qui fait que ce sont des zones de conflit. Tout à fait, tout à fait. Etc. Maintenant, que pensez-vous de la gestion ou de l'ingérence militaire ou politique des puissances étrangères comme la France, la Russie? Votre question est pertinente d'abord pour l'histoire. Je ne suis pas historien, je vais laisser le soin aux historiens de revenir sur cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas de ceux qui doivent ressasser le passé pour tout simplement se conforter dans une sorte de posture morale pour se dérober aux réalités et ne rien faire. Il faut questionner le présent et essayer de voir ce qui n'a pas marché pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, je pense que aujourd'hui, c'est un état de fait.
c'est une réalité qui est là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer efficacement pour protéger, défendre efficacement le territoire? Pour revenir à votre question, un chercheur français, je pense du nom de Thierry Vircoulon, a dit dans un rapport, dans un article scientifique qu'il a rédigé, qu'aujourd'hui la RCA est à genoux et à terre, et elle se vend en quelque sorte à vil prix au premier venu. Ce n'est pas faux, on peut le voir en réalité. Mais au-delà de cette facile analyse, cette facilité à dire les choses et à s'arrêter sur les hommes, je pense qu'en réalité, les puissances internationales essaient de s'affronter en République centrafricaine, parce qu'il faut le rappeler, la RCA est une zone de tampon entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc, la Russie, par exemple, qui revient en force pour s'installer en République centrafricaine, pourrait avoir une mainmise sur le continent. Et on le voit déjà, la Russie essaie de faire de son mieux. Aujourd'hui, elle combat. Les forces russes combattent aux côtés des forces armées centrafricaines pour bouter hors du territoire ces mercenaires dont on en parlait tout à l'heure. Mais à côté également, en matière de relations internationales, les États n'ont pas d'amis. De Gaulle le disait, les États n'ont que des intérêts. Aux dirigeants centrafricains, aux acteurs politiques maintenant de savoir, comme le disait même Thomas Sankara, qu'aucun peuple ne peut quitter chez lui pour venir protéger ou défendre le territoire d'un autre peuple. Ce n'est pas possible. Il s'agit aujourd'hui pour l'État centrafricain de voir quels sont les intérêts à collaborer, par exemple, avec quels sont les bénéfices ou le profit qu'on pourrait tirer à collaborer avec la Russie, qu'avec la France, qu'avec les États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la place pour tout le monde, en réalité. Il y a de la place pour une coopération multilatérale avec toutes ces puissances. En Guinée, ici à côté, nous le voyons. Le président Alpha Condé, malgré tout ce qu'on lui reproche, il a su quand même fédérer ses forces internationales, ses puissances internationales. Donc, il s'agit tout simplement de faire preuve d'ingéniosité pour essayer de fédérer ces puissances pour qu'elles puissent collaborer pour le bien même du peuple centrafricain. Maintenant, en regardant l'actualité centrafricaine au niveau des médias occidentaux, on a l'impression qu'il y a deux camps qui s'affrontent, les musulmans et les chrétiens. Est-ce la réalité? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis venu du Nord, j'ai ma mère qui est du Sud. Le Nord est souvent caricaturé comme étant le cercle qui fait émerger beaucoup de musulmans et le Sud, ainsi de suite. Non, j'ai pas ce problème. Maintenant, les médias occidentaux, comme vous l'avez si bien dit, essaient, je pèse mes mots, essaient parfois d'orienter certaines informations. Donc, il faut prendre avec beaucoup de pincettes ce qui se dit, ce qui est donné comme information. Sur le terrain, il n'y a pas de crise confessionnelle, il faut le dire. Mais aussi, il faut le rappeler, en 2013, certains politiques véreux, vicieux, ont essayé de jouer avec cela ou de tirer les cordes sur une crise confessionnelle. Et cela a failli marcher. Heureusement que le peuple centrafricain n'est plus dupe. Aujourd'hui, il comprend ses enjeux. Et donc, du coup, ce peuple ne pourra plus laisser la place à une quelconque instrumentalisation du conflit pour que cela aille ou pour que cela puisse tendre tout simplement vers une crise confessionnelle. Donc, sur le terrain, je peux le dire, et avec beaucoup de certitude, même si je suis contre les certitudes, qu'il n'y a pas de crise confessionnelle. Il y a également un cadre de concertation qui a permis, à un certain moment, je veux dire en 2014-2015, de mobiliser la communauté internationale autour de la République centrafricaine. Et ce cadre de concertation réunissait tout simplement les chefs religieux, si on peut le dire ici, les principaux représentants des différentes structures religieuses qui existent en Centrafrique. Donc vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de crise confessionnelle. Donc, tout à l'heure, vous avez signalé que les médias essayent d'orienter leurs informations. C'est parce qu'il y a des enjeux géostratégiques dedans. Exactement. Il y a beaucoup d'enjeux.
on considère, selon certaines sources, hein, que la RCA est un précaré français réservé aux générations futures. Donc, qui va être exploité à partir de 2033. C'est ce qu'on raconte, hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pour étayer tout simplement ce que vous dites. Il y a beaucoup d'enjeux géostratégiques, même géopolitiques en République centrafricaine, qui font autant pour moi que certaines informations peuvent être orientées de sorte à préparer les mentalités, à travailler les mentalités pour justifier une probable intervention française, une probable intervention de la communauté internationale. Mais je rappelle quand même qu'elle est là depuis un moment et on lui reproche, hein, je parle de la MINUSCA, où il y a le représentant même du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine qui est un Sénégalais, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Monker Ndiaye. On lui reproche aujourd'hui d'être dans une passivité. Mais ces reproches sont parfois assez légers quand même si on essaie de voir tout le travail que la MINUSCA a sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention avec beaucoup d'informations qui sont données par certaines structures médiatiques internationales. Maintenant, il y a quelques semaines de cela, on a eu des élections présidentielles qui a tourné à, je sais pas, un jeu diplomatique. Certains disent que les élections ne sont pas du tout favorables, ne sont pas du tout valides, etc. C'est au peuple centrafricain de décider. Aujourd'hui, on le voit sur le terrain. On a reproché beaucoup plus à l'élection présidentielle en République centrafricaine de ne pas avoir laissé tous les Centrafricains exprimer leur droit de vote. Mais la responsabilité est partagée entre non seulement l'État centrafricain, mais les groupes armés qui eux-mêmes revendiquent le manque, ou du moins disent aujourd'hui que le président qui est réélu n'est pas légitime. Or, c'est eux-mêmes qui ont empêché les Centrafricains d'exprimer leur droit de vote dans les régions qu'ils occupent. Donc, vous voyez que la démarche en elle-même n'est pas logique, elle est parfois contradictoire. Mais une légitimité, je pense, le juge constitutionnel l'a rappelé en République centrafricaine, la légitimité du pouvoir ne peut pas se réduire tout simplement à l'élection. Et il va être vérifié sur le terrain également par les actes que le président de la République va prendre. Est-ce que ces actes seront acceptés par le peuple? Est-ce que le peuple va accompagner le président de la République dans sa démarche ou sera pour les décisions qui seront prises? Donc, ce que je peux dire sur la question, c'est désormais une tradition en Afrique. Aucune élection présidentielle ne peut se dérouler sans contestation. On l'a vu en Guinée-Conakry, on l'a vu également en Côte d'Ivoire, où les opposants ont même mis en place un conseil national de transition qui n'a finalement abouti à rien du tout. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir d'élection sans contestation. Mais malgré tout ce qu'on peut reprocher à cette élection présidentielle, on a vu que le peuple centrafricain a fait montre de détermination. Dans certaines régions qui étaient écumées par les rebelles, le peuple centrafricain est allé, à partir de 9 heures par exemple, attendre jusqu'à 13 heures, 14 heures pour voter. Vous voyez que c'est une démonstration de détermination qui ne dit pas son nom. Et donc, quel que soit ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à cette élection, on peut reconnaître quand même que le président de la République a été réélu et c'est le peuple qui en a décidé ainsi. Non, la République centrafricaine est dans une zone qu'on peut caractériser une zone riche par rapport au bassin du Congo, au coltan, au Cobalt, toutes les richesses qui sont au niveau de cette zone-là. N'est-ce pas un enjeu géostratégique pour les grandes puissances de gérer la Centrafrique, mais aussi le Congo et les États? C'est très clair, c'est très clair. On a eu à parler de ça tout à l'heure. Les puissances internationales ont besoin parfois de ces richesses pour exprimer leur puissance sur la scène internationale. Ils ont besoin réellement d'avoir une mainmise sur la République centrafricaine qui dispose mais vraiment d'énormes richesses naturelles. Je pense notamment au sous-sol où on a découvert le pétrole. Il y a également, au-delà du pétrole, il y a également le diamant, il y a également l'or,
il y a également l'uramine. Donc, vous voyez que toutes ces richesses sont de nature à attirer les vautours, si on peut les dire ici, sur la scène internationale, qui viennent parfois pour s'aimer le chaos afin de profiter de la situation et de prendre le nécessaire. Mais maintenant, pour répondre concrètement à votre question, je pense que la République centrafricaine devrait ou gagnerait beaucoup plus à collaborer avec le Rwanda, comme elle est en train de le faire, je dis la République centrafricaine, avec la République démocratique du Congo. Ce sont des pays qui ont connu la même situation et qui, je parle d'abord du Rwanda, qui a su en tout cas se relever. Et donc du coup, la République centrafricaine peut non seulement copier sur l'exemple rwandais, mais collaborer également avec ce pays pour essayer d'amorcer un réel développement. L'histoire du monde, l'histoire même de l'humanité nous raconte qu'en 21 siècles d'existence, il y a eu au moins 19 siècles de guerre. Donc, qui veut la paix réellement prépare la guerre. Il faudrait aujourd'hui que la République centrafricaine puisse vraiment s'organiser, et même avec ses pays voisins. On ne peut pas faire la guerre avec les voisins, c'est impossible. Donc, il faut aujourd'hui à la République centrafricaine une réelle politique de sécurisation des frontières. Et cette politique pourrait être mise en place au niveau communautaire, par exemple avec le TIAD, où on va, c'est une proposition que je fais, mettre en place une force mixte pour sécuriser les frontières, non seulement la frontière du côté de la République centrafricaine, mais également du côté du Tchad et avec le Soudan. C'est des politiques comme ça qui pourraient permettre à la nation d'observer un temps soit peu une paix qui pourrait lui permettre de tout simplement jeter les bases, pour ne pas dire les jalons, d'un développement et de laisser une nation quand même digne de ce nom aux générations futures. L'émission tire à sa fin. Mais comme ici à Guadeloupe, on a remarqué qu'à chaque fois, on délivre un message à l'endroit de la jeunesse africaine. La République centrafricaine est dans l'Afrique. Ce qui veut dire notre chaîne, c'est une chaîne panafricaine. Raison pour laquelle, si vous avez un message à lancer à l'endroit de la jeunesse africaine, c'est le message aujourd'hui que j'ai à lancer à la jeunesse centrafricaine, c'est un message de tout simplement d'espoir. Avec tout ce qui se passe sur le continent, on peut penser que c'est fini pour l'Afrique, on ne peut plus espérer. Mais puisque l'espoir fait vivre, la jeunesse africaine devrait s'inventer des modèles, des repères, puisqu'aujourd'hui, on le voit sur le continent, elle est quelque peu en perte de repères, et doit s'inventer des repères, des modèles pour réussir, et surtout se former, toujours se former, s'informer et s'instruire surtout, pour bien avancer. Je vois que sur le continent, beaucoup de problèmes sérieux sont souvent posés avec beaucoup de colère, beaucoup de précipitation, et les intérêts immédiats nous empêchent parfois d'être dans la réflexion stratégique, d'être dans la planification qui pourrait nous permettre, un temps soit peu, d'évoluer et de nous positionner sur la scène internationale comme étant un continent d'avenir, comme toutes les statistiques le prédisent. Donc c'est une réalité. Nous sommes un continent d'avenir et l'explosion démographique qui est prévue fait peur aujourd'hui à beaucoup d'autres continents, mais à nous de profiter surtout de cela pour nous en sortir. Je réitère le propos liminaire. Les défis en Afrique du développement sont avant tout intellectuels, donc il faut se former. Et que nous autres pseudo-intellectuels, qu'on aille également vers les jeunes pour les sensibiliser, pour qu'ils prennent conscience des enjeux du développement en Afrique. Voilà le message que j'ai à lancer. Merci. Vous l'avez rappelé, vous avez fait un très bon résumé. Mon dernier mot aujourd'hui, d'abord, c'est de vous remercier pour le travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne vraiment la force de continuer cela. Je pense qu'il faut beaucoup plus sensibiliser les jeunes sur des questions actuelles, des questions stratégiques, des questions géostratégiques, politiques. Il nous faut aujourd'hui sensibiliser les uns et les autres pour qu'on aille vers cela. Peut-être terminer avec un mot wolof pour dire tout simplement Yanaya Defaliop Diam. Merci beaucoup de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission avec M. Paul Kamajou. C'est M. Comble Saint-Denis.
On vous rappelle juste, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Mais aussi, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas à la liker, mais aussi de la partager.